Maintenant que nous avons vu que ce basculement d'une approche quantitative à une approche qualitative donne ses fruits, nous sommes toujours dans une même logique avec Claude Bittan, qui est président de CBC Développement et qui interviendra aujourd'hui pour nous parler d'une expertise qui fait débat sur le marché de la sollicitation de l'attention et qui est le démarchage téléphonique par les centres d'appel. Donc après une formation en école de commerce, Claude Bittan fait de ce domaine son expertise en fondant une société qui accompagne aujourd'hui les entreprises à gérer leurs relations clients et à les entretenir via des appels téléphoniques en se basant sur une data de qualité. Il participe également dans le cadre du service public Blocktel à de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique et dans le cadre de ce colloque, il nous parlera de sa position vis-à-vis de cette activité critiquée et mise en question et de comment la rendre éthique et socialement acceptable et donc de voir comment procède-t-on à une régulation de cette pratique et donc je laisse développer davantage cette problématique qui sera l'objet de son intervention. Bonne chance. Merci. Je vous en prie. Bon, juste quelques... D'abord, je rends hommage à tous ceux qui m'ont précédé, parce que moi, pour l'instant, j'ai pris. Et je vous remercie pour la qualité, pour la sincérité dont vous avez fait preuve, et l'éminente et la profonde vérité que vous essayez de faire passer. Alors moi, je vais être, dans une grande partie de mon exposé, assez prosaïque. Mais encore une fois, une deuxième fois, je vous remercie parce que ça m'a amené à réfléchir à un certain nombre de choses pour ne pas venir les mains vides vous voir et uniquement en vous disant voilà, ça se passe comme ça, comme ça. Donc j'ai essayé d'y réfléchir. Donc CBC Développement est une société, en effet, Cyril, que j'ai créée qui aujourd'hui est conceptrice et éditrice d'outils qui servent d'abord à la data. Pour ça, tout à l'heure, j'ai été très sensible. Aujourd'hui, pour qu'une data soit utile, il faut qu'elle soit propre et exploitable. Par exemple, on va parler des téléphones. Il faut que les téléphones soient à jour. Est-ce que vous croyez qu'on va utiliser des petits malgaches pour mettre à jour les téléphones? Non, on va utiliser un certain nombre d'outils. Nous sommes annuaire universel. Deuxièmement, on ne va pas encombrer le réseau avec des emails qui sont mauvais. En effet, si on le fait, on a une réputation au sens technique sur Internet qui est mauvaise, et donc les uns et les autres, que ce soit Google ou d'autres, vont nous barrer la route. Donc c'est pour ça qu'un directeur ou une directrice marketing aujourd'hui est un peu pénalisé, parce qu'aujourd'hui, elles doivent faire leur métier, mais en tenant compte de la technologie. C'est pour ça que j'aime bien les approches de Michel Puech, puisqu'il réconcilie une réflexion humaine, pour être rapide, avec une utilisation intéressante de la technologie. Donc, pour l'instant, nous utilisons donc toute une série d'outils que nous concevons pour mettre à jour les datas. Mais on ne peut pas aujourd'hui travailler sur les datas sans s'intéresser à l'intelligence artificielle. Alors, je ne pensais pas m'attarder un tout petit peu là-dessus. L'intelligence artificielle est quelque chose de galvaudé. Tout le monde en parle. Moi, je suis émerveillé parce que en mettant en place ne serait-ce que des programmes de recherche de cohérence, de recherche de cohérence, je découvre des choses que je n'aurais pas découvertes tout seul. Au début, je me suis dit, t'es bête, tu vieillis. Ben non, non, non. Et donc là, on découvre un certain nombre de choses. Et pour donner crédit à ce que disait la dame au fond tout à l'heure, vous avez des groupes de communication aujourd'hui, pour ne pas les citer Publicis, qui sont écartelés entre la créativité et l'utilisation intelligente de la donnée. Donc tout ça pour dire que la donnée, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, et pas... enfin, important comme j'essaie de vous le faire passer. Et deuxièmement, on a des outils qui permettent d'équiper de pied en cap au niveau logiciel des centres d'appel. Bon, en bas, vous avez un certain nombre de logos qui attestent de nos certifications et homologations. Alors,
Moi, je vais vous parler donc d'un sujet d'abord qui me tient à cœur et qui est complètement d'actualité. Le marketing téléphonique, c'est pas la peine qu'on s'évertue à rester longtemps dessus, a émoussé et fortement ses capacités d'intérêt, ses capacités d'attraction de l'attention. Ça me paraît évident. Il y a eu, et on va voir là un petit peu plus tard, si les régulations telles qu'elles sont menées sont de nature à remettre l'église au milieu du village et à rendre le téléphone un petit peu plus sexy, un petit peu plus intéressant. Il y a eu 2 tentatives de régulation. Nous en sommes à la 2e. Si je vous parle de suite de la 2e, c'est parce que nous sommes derrière sur le plan technique. Moi, je n'ai aucune responsabilité politique. Aujourd'hui, Blocktel est un service de gestion de la liste d'opposition en prospection téléphonique. Donc les gens qui ne veulent pas être prospectés téléphoniquement s'inscrivent gratuitement sur le service blocktel.gouv.fr. Nous dépendons, puisqu'il s'agit d'une délégation de service public que nous avons obtenue grâce à un appel d'offres que nous avons gagné, nous dépendons du ministère de l'économie et des finances et plus particulièrement du gendarme de la consommation qui s'appelle la DGCCRF. Donc c'est eux qui décident d'un certain nombre de choses et plus particulièrement le ministre. À l'époque quand on a été créé, le ministre était notre président actuel. Alors, il faut revenir juste un tout petit peu et se souvenir de ce qu'a été le marketing téléphonique. Le marketing téléphonique a eu un Eldorado doré, a eu un Eldorado extraordinaire pendant toutes les années 90 et pendant au moins la moitié des années 2000, jusqu'avant, un peu avant la crise, parce que c'était un moyen, un média particulièrement efficace. Même au niveau RH, je l'ai utilisé pour pouvoir susciter en entreprise des vocations commerciales, parce que c'est pas évident de susciter des vocations commerciales. Et donc, il s'en est créé partout. La pression téléphone a été importante, mais il s'en est tellement créé partout que vous avez un phénomène qui s'appelle l'offshoring, qui a fait en sorte que les centres d'appel se sont créés en particulier dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne. Et en effet, on n'a pas été trop long, le « on » c'est vraiment impersonnel, on n'a pas été trop long à se rendre compte que le coût de fonctionnement le plus important d'un centre d'appel, qui est la masse salariale, pouvait baisser de façon très importante. Et donc c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là qu'on a fait des économies de bout de chandelle. C'est là qu'on n'a pas forcément formé, comme il le fallait, les téléopérateurs. C'est là qu'on ne leur a pas donné les moyens d'exprimer, etc., etc., etc. Je me souviens avoir fait une conférence au premier salon international des centres d'appel à Rabat, en leur disant, attention, vous avez ici au Maroc la possibilité de faire vivre un nouveau métier auprès de ces jeunes diplômés que vous n'arrivez pas à utiliser, faites-les vivre ailleurs sans les déplacements, c'est-à-dire donnez-leur une vraie culture française en termes de connaissances, quoi, de telle sorte que ils puissent remplir leur métier, leur responsabilité convenablement. Donc, la nature ayant horreur du vide. On parlait tout à l'heure des politiques. Les politiques, souvent les élus reviennent dans leur circonscription le week-end, et le week-end, ils sont râpés par leurs élus, par leurs administrés. Ils disent, tu sais, j'en ai marre, il faut que tu fasses quelque chose à Paris, parce qu'on est sollicité au téléphone, ça va pas, etc., etc. Donc il y a eu à ce moment-là une première régulation merveilleuse, admirable. Elle était endogène, c'est-à-dire elle vient de l'intérieur. Il s'agit de l'association Pacitel.
Alors, qu'est-ce que c'est que Passitel? C'est en effet une association qui a donné les moyens aux particuliers de signifier son refus d'être prospecté par téléphone. Cette liste était confiée contre monnaie sonnante et trébuchante à des adhérents de Passitel pour qu'ils expurgent leurs fichiers de prospects de ceux qui ne voulaient pas être prospectés. C'était merveilleux. Regardez toutes les fédérations qui ont souscrit. Mon syndicat de référence, qui est le syndicat national de la communication directe, en premier. Malheureusement, Passitel n'a pas fonctionné. Passitel n'a pas fêté son 2e anniversaire. Et pourquoi? Il n'y avait aucune obligation pour les entreprises. Les entreprises étaient basées sur le volontariat. Donc, encore une fois, la nature ayant horreur du vide, s'est créé un petit peu plus tard Blocktel. Vous avez entendu parler de la loi Hamon, la loi de restructuration du commerce, etc., qui a été votée en début d'année 2014. Cette loi a prévu l'introduction, l'existence d'une plateforme qui ne s'appelait pas à l'époque Blocktel, de gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Et c'était désormais obligatoire pour toute entreprise qui voulait prospecter. Vous vous rendez compte? Ça, on était derrière, hein, c'est nous qui sommes responsables de la plateforme sur le plan technique. Vous vous rendez compte, ça a été ouvert le 1er juin 2016 à 0h12 exactement. Mon responsable technique qui est ici, je vous assure qu'on a passé des nuits blanches avant. Et on avait peur que nos serveurs ne supportent pas la charge. En effet, cette première journée a vu 1 million d'inscriptions. Donc ça veut dire que quand on voit des choses de ce type-là, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une véritable demande. Et cette demande consiste à peut-être se rallier à certaines choses qui ont été dites ce matin, qui sont pleines de bon sens et même de profondeur. Ne m'embêtez pas si j'ai pas envie de m'embêter, si j'ai pas envie qu'on m'embête. Mais peut-être qu'on considère qu'on est embêté parce que vous m'avez donné l'habitude de me montrer que vous ne pouviez faire autrement que m'embêter. Comment se fait-il que des fois on accepte d'acheter quelque chose qu'on n'avait jamais voulu, et puis tout d'un coup, un vendeur qui écoute mieux qu'un autre, non pas m'a blousé, non pas m'a maltraité, mais il m'a mieux compris, et en effet, avec lui, j'ai découvert certaines choses. 4,5 millions aujourd'hui, un peu plus de 4,5 millions aujourd'hui d'inscrits. C'est un phénomène de grande ampleur. Et aujourd'hui, 2 millions et quelques de réclamations. Alors, il faut que je m'arrête juste un instant pour les réclamations, parce qu'il faut que, pour savoir ce qu'on va réguler, si on va réguler, qu'est-ce qu'on doit réguler et comment on doit réguler. Nous, on s'attendait à ce que ces réclamations, en grande majorité, concernent le vrai démarchage. C'est-à-dire, vous m'avez appelé, vous faites partie de la société ABC, que je ne connais pas, et vous m'avez prospecté alors que je suis inscrit sur Blocktel. Donc on s'attendait à ce genre de choses. Eh bien non, c'était pas prioritaire, ça, c'était pas majoritaire. On a vu sortir du bois des phénomènes comme les ping calls, c'est anglais, hein, et des robots. Les robots, je ne m'attarderai pas là-dessus. Il y a beaucoup de gens ici qui ont dû avoir affaire à des robots. Je suis prêt à répondre à vos questions, demande de précision là-dessus tout à l'heure. Mais les ping calls, c'est une vraie escroquerie. C'est l'escroquerie qui consiste à utiliser le téléphone pour vous obliger à rappeler un numéro surtaxé, sans que vous le sachiez. C'est une honte. Or, il faut que je vous dise, mais si c'est une honte, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça dépend de qui, vous, les philosophes, de faire respecter la loi. Ça dépend de qui? Ça dépend de nous tous. Ça dépend des pouvoirs publics aussi.
J'ai préparé pour vous 3 tableaux, on ne va pas les dépioter complètement. Ces 3 tableaux reprennent la répartition des différentes catégories de réclamations, mais sur 3 périodes différentes. À votre extrême gauche, vous avez la période des premiers 23 mois, de juillet 2016 à mai 2018. Le deuxième représente la suite jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire janvier compris. Le troisième, je ne m'en occupe pas, c'était pour que ça paraisse cohérent, c'est l'intégralité de la vie de Blocktel. Revenez au premier tableau qui est à votre gauche. Regardez la dernière colonne à droite, les pourcentages. Prospection, tiens, regarde. Ouais. Prospection, une réclamation sur 3. Une seule. Ça veut dire que les 2 autres tiers, les 2 autres réclamations sur 3 concernent le ping call et les robots. On passe à la deuxième période et on s'aperçoit que les 43,37% de réclamations concernant les ping calls ont fondu et sont passés à un peu moins de 16%. En valeur absolue, de 530 et quelques mille, c'est passé à 134 000. Et ça, c'est parce qu'on a fait savoir. C'est ça parce que aujourd'hui, on a essayé de réguler, de bien codifier. Oh, c'est très perfectible pour être fémique. Mais au moins, il y a eu ça. Donc, ça a fait chasser, déguerpir une partie de ces escrocs. C'est pas une escroquerie ce que je vais vous montrer, mais c'est encore une pollution. Vous savez que depuis notre président, l'ancien président Sarkozy, donc ça commence à dater, on est obligé, quand on prospecte par téléphone, on est obligé de faire apparaître sur le terminal de celui à qui vous téléphonez, l'appelez, vous êtes obligé de faire apparaître votre numéro de téléphone. Inutile de vous dire que ces derniers temps, ça a été très peu monnaie courante. Non seulement le numéro de téléphone pouvait ne pas apparaître, mais en plus il pouvait y avoir un numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme il pouvait y avoir le numéro de téléphone de Michel Puech. Et en effet, c'est pas Michel Puech, mais il y a une pauvre dame à qui on a volé le téléphone, on a usurpé le téléphone, et qui, la pauvre, a reçu tout plein de coups de fil en disant « Mais pourquoi vous m'appelez comme ça ?» etc., etc. Bon, il était nécessaire de réguler. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant par réguler? Mettre de l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et donc, l'ARCEP, qui ne connaît pas l'ARCEP? Levez la main. L'ARCEP est l'autorité de régulation de l'activité télécom en France. En gros, pour faire simple, c'est le patron des opérateurs téléphoniques. L'ARCEP a dit, messieurs les opérateurs téléphoniques, ou mesdames, excusez-moi, les opérateurs téléphoniques, s'il vous plaît, je veux que vous interdisiez l'acheminement des appels dont le numéro présenté au consommateur est soit non attribué, c'est-à-dire complètement fantasque, soit incohérent avec l'appelant. Ça, c'est en œuvre depuis le 1er août. Alors, c'est une prérogative, c'est une exhorte. Pour que ce soit bien appliqué, l'ARCEP a donné un petit peu de temps dans l'application aux opérateurs. Et ça commence à se mettre en œuvre. Ça commence à se mettre en œuvre. Donc, la prochaine fois, je vous donnerai peut-être des chiffres plus précis là-dessus. Je vais peut-être commencer à... Et c'est là où vous m'avez obligé, merci Michel, merci Delphine, vous m'avez obligé un petit peu à réfléchir à tout ça. Alors, donc, vous m'avez entendu tout à l'heure, je n'ai pas pu ne pas m'empêcher d'intervenir, je vous prie de m'en excuser. Guerre, moi, ça m'a un peu embêté que vous utilisiez le mot guerre. Ça m'a embêté, parce qu'on doit avoir comme objectif, dans une société, c'est un avis personnel, dans une société, d'unir, de faire coexister, et si ça ne coexiste pas, on essaie de réguler, parce qu'on a compris pourquoi ça ne coexistait pas.
Et donc, le mot compétition m'aurait plu. Pourquoi résister, Michel? Pourquoi résister? Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait la guerre. Et si j'ai accepté de venir ici, c'est parce que on peut tous ensemble avoir raison si on dit que le téléphone, le marketing téléphonique, est le cas exemplaire d'un terrain de compétition qui est devenu un terrain de guerre. Dans la guerre, tout est permis. Il n'y a que le résultat qui compte, quels que soient les moyens. Tandis que dans une compétition, je peux aller voir l'arbitre et lui dire « Tu te souviens, c'est pas ça, voilà ». Ça, c'est la première des choses. Donc, remettre à l'honneur un certain nombre de règles. Il y a des règles de base que Pacitel essayait de faire savoir. C'est des règles de courtoisie. Quand on téléphone à quelqu'un, on est poli. Tout comme quand on tape à sa porte, moi, on m'a appris à m'essuyer les pieds et à dire bonjour. Et donc, ici, ça ne se faisait pas. Donc, il y avait toute une série de règles qui allaient jusqu'à la courtoisie. Donc, ces règles doivent être... Deuxièmement, il faut qu'on se pose la question de la crédibilité du média quand on parle d'attention. L'attention est toujours suscitée par un média. Si ce média est crédible, bien que votre communication, votre message le soit, eh bien, il sera entaché d'un manque de crédibilité. Parce que, comme disait Marshall McLuhan, ce qui est important, c'est le message. C'est le média et pas le message. Et ça, c'est une notion dont les publicitaires ont cessé de mettre en valeur. Et le média téléphone est en train de perdre ses lettres de noblesse par mauvaise utilisation. Puisque j'en suis aux caractéristiques des médias, le téléphone est un média très particulier. On ne peut pas, comme le disait, j'ai oublié ton prénom, Ludovic, comme disait Ludovic tout à l'heure, il est obligé de faire avec certains médias, et il doit utiliser les médias. Donc, le média téléphone est un média très particulier. J'y ai mis 3 caractéristiques, là, et c'est des caractéristiques très importantes. C'est un des médias les plus interactifs qui soit, parce que théoriquement, on téléphone, et si vous avez un téléacteur qui récite son texte et qui ne vous donne pas la possibilité de réagir, raccrochez. Raccrocher parce que ce n'est pas la vocation du téléphone, il aurait fallu qu'il utilise la presse, il aurait fallu qu'il utilise certaines annonces dans des magazines, etc. Deuxièmement, le média téléphone est un média qui peut être compris comme intrusif. En effet, j'ai décidé de vous appeler, vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez que lorsque vous avez décroché. Et qui plus est, je m'introduis dans votre intimité. Et ça veut dire qu'en début d'entretien, il y a un déséquilibre que seul le téléacteur doit savoir gérer. Ce n'est pas au prospect, etc., qui doit gérer. Donc, face à tout ça, face à... Ah oui, une dernière chose, excusez-moi, une dernière chose, le téléphone est un média froid, toujours au sens de Marshall McLuhan. Un média froid est un média qui ne sollicite qu'un seul canal. Là, il s'agit de Louis, un seul canal. Comment voulez-vous que, en essayant d'avoir un média de plus en plus crédible, par de bonnes utilisations, en respectant les caractéristiques, les spécificités de ce média-là, comment voulez-vous qu'on puisse mettre en face des téléacteurs lambda, des téléacteurs sans formation? Alors, j'ai eu une expérience très intéressante dans mon passé de conseil d'entreprise. Dans les banques, par exemple, alors qu'on informatisait beaucoup, on avait un surplus de personnel qui était anciennement administratif, et on voulait les mettre face à la clientèle. Ça ne s'improvise pas, hein, parce que je connais peu de gens qui sont rentrés dans la banque et qui avaient une activité administrative par vocation commerciale. Donc il a fallu essayer de comprendre
pourquoi ils ne voulaient pas le téléphone. Pourquoi ils ne voulaient pas être commerciaux? Eh bien, ils ne voulaient pas être commerciaux parce qu'ils considéraient que c'était de l'exhibitionnisme. Comme il est de bon ton aujourd'hui, non, ça c'est du marketing. S'il n'y avait pas des gens de marketing, on n'aurait pas des offres bien packagées, des offres bien présentées qui correspondent à nos besoins. Eh bien, ces gens ont goûté au téléphone. Goûter au téléphone, ça veut dire qu'ils se sont aperçus qu'un entretien téléphonique, eh bien, alors qu'un entretien de face à face pourrait durer 1 heure, 1 heure et demie, eh bien, un entretien téléphonique ne doit pas durer plus de 20 minutes. Donc, il nécessite d'être bien préparé. Et cette rigueur-là, et puis on enlève complètement ce côté exhibitionniste, a révélé un certain nombre de vocations en la matière. Je voulais aussi terminer cette conclusion par trois autres choses. Plusieurs d'entre vous y ont fait allusion. Le ciblage. Comment voulez-vous qu'on se sente concerné et donc qu'on prête l'attention à quelqu'un quand manifestement on vous propose quelque chose qui ne correspond pas du tout à vos besoins, à vos préoccupations. Vous avez une excellente pub du CIC aujourd'hui qui passe à la télé qui le montre réellement. Donc c'est l'objet de notre court entretien téléphonique. Nous travaillons grâce à l'intelligence artificielle sur comment être plus précis en ciblage alors que la vérole s'est acharnée sur nous depuis le mai 2018 et elle s'appelle le RGPD. Nous, on a tous nos clients qui ont été frappés de torpeur parce qu'aujourd'hui, avec le RGPD, collecter des informations, des données personnelles, les utiliser, c'est très touchy, c'est très risqué. Mais pourtant, on a besoin d'être plus précis dans les ciblages. Et c'est ce dont souffre le téléphone. Deuxième chose, alors ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Quand ça dysfonctionne, il y a des moments où la régulation marche. Dans ce cas-là, elle doit marcher. Mais dans cette période de transition où on essaie de remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez moi dans le sud-ouest, eh bien, il ne faut pas que les entreprises vertueuses aient l'impression de subir une double peine. Alors, nous, on a des entreprises qui, je reparle du téléphone, des entreprises qui ont décidé de passer par Blocktel, elles payent leur abonnement Blocktel, elles ont inclus dans leur process de prospection, elles ont inclus le passage. Donc tout ça, ça fait partie d'efforts qu'elles font. Et puis tout d'un coup, elles découvrent que le concurrent en face est exonéré de tout ça. Elles disent, comme quand on était jeune, mais c'est pas juste ça. À quoi ça sert d'être vertueux? Je crois qu'il faut avoir le courage à certains moments d'être lucide et de se rendre compte qu'en définitive, comme on n'a rien d'intéressant à dire, qu'il faut qu'on se taise et qu'on continue de travailler. Combien de gens se mettent sur le marché de la recherche de l'attention alors qu'ils n'ont strictement rien à dire? Dans ces cas-là, ils nous empêchent tous de vivre, ils nous empêchent tous de respirer convenablement. En parlant d'attention, j'espère vous avoir fait passer un bon moment.